Bonjour tout le monde, c'est Astraptile. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la bourse aux reptiles de Colmar. Je vous tourne l'intro et l'outro également un mois après que la bourse soit passée, à part ça tout va bien. On est là actuellement du coup sur la bourse aux reptiles de Colmar édition 2018 et ce qui est bien avec cette bourse c'est qu'on va vraiment y découvrir plusieurs types d'exposants. On va y retrouver des exposants qui exposent des reptiles ou du matériel, on va aussi y retrouver des stands avec des exposants qui sont là à but informatif pour répondre à vos questions, pour partager un petit peu des choses avec vous. C'est un peu le cas de Buffo, une association qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Par contre cette vidéo sera différente de la vidéo sur la bourse aux reptiles de Colmar que j'avais pu faire l'année dernière. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu vous tourner les plans globaux de la bourse, j'ai pas pu prendre des images des bêtes qu'il y avait là-bas. Alors vous allez voir des animaux sur cette vidéo, mais c'est exclusivement des bêtes que les exposants que j'ai interviewés ont bien voulu montrer à la caméra. Mais pourquoi Instant t'as pas fait des plans de coupe? Pourquoi t'as pas fait le tour de la bourse avec une caméra pour prendre un petit peu des images par-ci par-là? Eh bien c'est très simple, il y a deux raisons à cela. La première raison c'est tout simplement parce que j'étais surchargé en matériel, donc j'avais vraiment un sac avec tout le matériel vidéo, un sac avec les grillons à l'intérieur, les insectes, j'avais un sachet avec du coup le gecko à crête dans la boîte en polystyrène. J'étais vraiment surchargé, c'était vraiment compliqué de circuler dans la bourse avec en plus une caméra à la main. La deuxième raison c'est aussi parce qu'il y avait pas mal d'éleveurs qui étaient assez réticents de montrer leurs bêtes. Comme vous pouvez le savoir, il y a la nouvelle législation qui est sortie sur les reptiles. Il y a quand même plein d'éleveurs qui avaient pas forcément envie qu'on voie leurs bêtes sur YouTube ou qu'on voie leur tête sur YouTube, du coup c'était assez compliqué. Je trouve ça dommage, ça casse un petit peu la bonne ambiance qu'il y avait au sein de cette bourse l'année dernière. J'ai pas retrouvé la même chose cette année, malgré le fait que ça a été quand même une très bonne bourse avec plein de monde, plein d'exposants, plein de visiteurs. Je remercie aussi le président de l'association Reptotara Club du coup pour cette magnifique bourse. J'ai pu passer lui dire bonjour etc. C'est vraiment une personne très sympathique. Je remercie également toutes les personnes qui travaillent pour l'association Reptotara Club, c'est vraiment ultra bien. Je vous mets leur lien dans la description histoire que vous puissiez vous renseigner un petit peu. On enchaîne directement avec les interviews à la bourse aux reptiles de Colmar. C'est parti. Bonjour tout le monde, donc c'est Astraptile, on se retrouve maintenant du coup chez un éleveur d'insectes qui fait du coup ce que je vois de la menthe, il fait également du coléoptère. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Que faites-vous actuellement à Colmar? Que vendez-vous? Qu'avez-vous sur votre stand et quelle est votre passion? Alors, donc je suis éleveur professionnel d'arthropodes, spécialisé vraiment uniquement en arthropodes. Donc je présente des menthes, essentiellement des menthes, d'où mon nom, Mentipation. Des menthes, j'ai des coléoptères pas mal, j'ai aussi des orthoptères, alors là j'en ai pas sur le stand, donc orthoptères c'est tout ce qui est criquet, sauterelle, grillon. J'ai quelques araignées qu'on va pouvoir regarder aussi, et j'ai quelques phasmes aussi. Ok. Donc je peux vous présenter quelques espèces de menthes si vous voulez. Alors par exemple, hop, ici. Un petit peu agressive. On a la Deroplatis desiccata, originaire de Malaisie, Indonésie. Donc c'est une grosse menthe qui joue beaucoup sur le camouflage. Elle va se camoufler dans la litière forestière. Effectivement, c'est magnifique en tout cas. Et ça se nourrit de quoi? Donc on est vraiment sur des petits insectes. Ouais, alors là elle peut taper quand même dans des grosses proies. Là elle peut manger des criquets, de l'ordre de 3 à 4 cm sans problème. Okay. Après les menthes sont attirées dans la nature plutôt par des proies volantes. Tout ce qui est proie volante, c'est vraiment leur proie de prédilection. Donc ça va être tout ce qui est papillons, mouches, abeilles. Ok, elles auront plus de facilité à attraper une proie en vol. Oui, tout à fait. Elles sont attirées par ça. Vraiment, un papillon, elle peut choper un gros papillon d'une envergure de 10 cm sans problème. Ok, et au niveau de la maintenance, qu'est-ce que vous conseillez à un débutant maintenant qui souhaiterait se lancer dans une menthe? Celle-ci particulièrement ou une autre Alors celle-ci, c'est pas la plus facile, mais ça va, elle est pas non plus très difficile. Je recommanderais plutôt par exemple celle-ci que je vais montrer. Oui. Voilà, celle-ci qui est la Hierodula majuscula, originaire d'Australie. Donc elle c'est vraiment une grosse mangeuse, bien robuste. Donc elle s'adapte vraiment, elle va manger sans problème. Celle-ci par exemple elle va être un petit peu plus délicate parce qu'elle mange pas toujours très bien, elle est un petit peu timide parfois. Alors qu'elle il n'y aura aucun problème. Il y a des difficultés aussi au niveau des paramètres de maintien, je pense. Alors au niveau des paramètres, globalement c'est des espèces tropicales, donc ça va plutôt être du style aux alentours de 25 degrés, humide mais aéré. Faut toujours que ce soit aéré, c'est vraiment... C'est pour ça que vous avez des grands couvercles avec du grillage sur vos boîtes. Exactement, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, qu'on néglige souvent l'aération, mais c'est primordial dans l'élevage des menthes, elles ont vraiment besoin d'aération. Même s'il y a besoin d'une fortigrométrie, ça sert à rien de mettre une boîte fermée. Non, la fortigrométrie ce
sera plutôt le soir, à la tombée de la nuit. Il faut savoir qu'en forêt tropicale, la journée, ça sèche pas mal aussi. Hein. C'est vraiment le soir où il y a la brume qui revient et la rosée qui rapporte l'humidité. Ouais. Voilà. Et j'ai vu que vous avez du coup un élevage, vous êtes des passionnés qui avaient une page Facebook. Donc voilà la carte d'anticipation. Et là derrière on retrouve le mail, le site web et la page Facebook. Voilà, n'hésitez pas à passer dessus. L'éleveur très sympathique, il y a de très très belles bêtes. C'est gentil, voilà, n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir que j'en discute. Hein. Ça marche. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pu répondre à 2-3 questions et puis d'avoir bien voulu présenter avec grand plaisir. Vos animaux que vous avez disponibles à la vente sur la bourse de Colmar. Bonne journée. Merci, bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve maintenant devant le stand d'une personne qui est passionnée d'escargots. Donc je vois qu'elle a plein d'escargots sur son stand. Je vois qu'il y a des geckos léopards, je ne sais pas si c'est à vous aussi. Oui, 2 geckos léopards et j'ai 3 serpents des blés également. Ok, ah oui, voilà. intéressant. C'est diversifié chez moi. D'accord. Voilà. Sympa. Et du coup, je vois que vous avez plein de caisses avec divers escargots disponibles à la vente. Est-ce que c'est différentes espèces? Oui, alors aujourd'hui j'ai ramené 4 espèces différentes. Donc il y a 3 espèces d'escargots géants qui sont originaires d'Afrique. Donc là par exemple, nous avons des Lysacatina immaculata touton. Alors la particularité, je vais vous montrer. Oui. Au niveau de la coquille, ils ont une partie claire, une partie foncée. C'est le côté avec l'eau, on voit clairement avec l'eau, on le voit beaucoup mieux. Sur les jeunes, on le voit également un petit peu mieux. Donc cette espèce-là est encore assez rare en Europe en élevage. Je suis une des seules en fait à en avoir pour le moment. Ah, c'est un petit peu ma fierté. Ah, je vais peut-être vous en prendre. Non, c'est intéressant. Ensuite, on a ici des Lysacatina zanzibarica red top striped. Il est magnifique. Donc là, la particularité, c'est l'apex qui est un petit peu rose-rouge. Donc l'apex, c'est le bout de la coquille. D'accord. Alors cette espèce a la particularité d'être ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle ne pond pas d'œufs. Ah, les petits naissent directement déjà formés. Parce que les œufs ont éclos du coup à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'il y a un petit peu moins de petits à chaque ponte. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus dur à réguler. Oui, du coup, vous ne pouvez pas détruire les œufs, les petits sont là, quoi. C'est ça, et ça, j'arrive pas. Et du coup, la dernière espèce d'escargot géant, c'est du Lysacatina fulica. Donc ça, c'est la variété white jet, c'est-à-dire que la coquille est sombre, le corps est clair et albinos. Donc ça, c'est une des espèces les plus courantes en élevage pour l'instant. Voilà. Effectivement, c'est ceux-là que j'avais. Le gros souci des Lysacatina, c'est qu'ils pondent énormément. Ils peuvent pondre une centaine d'œufs par mois et il faut vraiment veiller à réguler. Voilà. Ouais. Oui, je connais. J'en avais et j'étais envahie d'œufs du coup chez moi. C'est ça, il faut vraiment détruire les œufs si on veut pas être envahi. Et du coup, l'autre espèce, c'est une espèce qui est originaire des Caraïbes. Ce sont des pleurodontes Isabella. C'est magnifique. Donc ils ressemblent beaucoup plus aux escargots qu'on a chez nous. Ça, c'est un adulte. Ok. Donc c'est pas très grand à taille adulte. C'est vraiment tout petit. Comparé à un Lysacatina par exemple. Voilà, donc souvent c'est pas le même public qui est intéressé par l'un ou l'autre. Ouais. Voilà, souvent les gens sont attirés par les gros escargots, ce qui est assez normal. C'est impressionnant. Voilà, ceux-là ressemblent déjà plus à ceux qu'on peut trouver chez nous. Plus classique. Vous conseillez quoi comme maintenance pour un Lysacatina? Alors tout ce qui est Lysacatina n'a pas besoin de chauffage à la maison, donc c'est un gros avantage. On peut les maintenir, bon, faut pas que la température descende de trop non plus. Oui, chez moi j'ai toujours entre 22 et 26 degrés, on va dire, chez moi. Les Archacatina, donc j'en ai également à la maison, ils n'ont pas encore fait de petits pour l'instant, ont besoin quand même d'avoir un petit peu plus chaud, au moins 24-26 degrés. D'accord, c'est une espèce, on conseille un chauffage. Voilà, donc si les températures descendent de trop dans la pièce de maintenance. Ok, d'accord. Voilà, et du coup il y a vraiment beaucoup d'espèces d'escargots qui existent en élevage, qu'on trouve actuellement. Et donc, je pense que là c'est pas juste ceux que vous avez là, il y a les Archacatina, les ovums qu'on connaît qui sont vraiment énormes. C'est les plus gros, je pense. Les ovums sont les plus gros, qui peuvent atteindre 20 cm pour les sauvages. Ceux nés en captivité sont souvent un tout petit peu plus petits. Ok, voilà. Et du coup, on est sur des paramètres d'hygrométrie assez élevés, de réalisation quotidienne, si possible le matin et le soir, je pense. Ça dépend beaucoup du bac de maintenance. Moi, j'ai choisi d'élever plutôt en bac plastique. Ça me permet de mieux contrôler l'hygrométrie. En fait, je vais découper des morceaux de plastique et je mets au pistolet à colle
du grillage à mailles très fines, style moustiquaire. Pour fermer, je contrôle l'hygrométrie mieux finalement qu'en terrarium. Et le gros avantage du bac, c'est quand on le soulève, on peut trouver les pontes plus facilement. Oui, c'est vrai. Ça demande quand même des bacs assez importants. Hein. Pour les Fulica White Jade et les Immaculata, ça demande quand même des bacs, des grands bacs qui sont assez importants. Minimum, on va dire 60 sur 30 sur 30. On va pas pouvoir faire de la maintenance de plusieurs adultes, par exemple 4-5 adultes dans un bac comme ça. Non, ça c'est uniquement pour la présentation aujourd'hui. Et il faut également éviter de mélanger les espèces puisqu'il y a des risques d'hybridation. Effectivement, Et ne jamais relâcher dans la nature. Oh que oui. Pour éviter... C'est invasif du coup. Ça peut être invasif, alors sous nos latitudes, normalement ils ne survivent pas l'hiver. Ouais. Mais j'ai toujours peur qu'il y ait un individu qui arrive et on s'est jamais vu comment c'est produit. Principe de précaution, on les relâche. Ouais. Du coup vous avez une page Facebook, un groupe? Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Lizen Gecko. Lizen Gecko. Lizen, L-I-S-E-N. Ok, ça va. Gecko, voilà. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous n'hésiterez pas à aller passer voir. Merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez présenter aussi peut-être un ou deux geckos, c'est comme vous voulez. Donc elle c'est une petite qui est née chez moi cette année. Alors cette année j'ai seulement un couple qui a reproduit. Ok. J'ai eu très peu de naissances, j'ai eu que 4 naissances. Donc voilà une des petites que j'aime beaucoup. Donc elle est de génétique white and yellow. C'est-à-dire qu'en fait elle est très claire au niveau des flancs et les contrastes sont plus prononcés. Elle est tremper, donc c'est une des souches d'albinisme du gecko léopard. Et elle est hétérozygote pour le gène Eclipse qui donne les yeux. Elle a une génétique de dingue. Elle a une belle génétique, elle ressemble beaucoup à son papa, c'est pour ça que j'ai choisi de la vendre. Ok. Et le papa qui est très rouge également. Donc elle va encore beaucoup évoluer. Elle était très contrastée petite, là elle est beaucoup plus uniforme orange. Mais je la trouve très jolie. Mais elle est magnifique. Mais comme j'ai le papa qui ressemble. Des tons un peu pastel. Voilà. Tout ça, et puis elle est vraiment chouette à la manipulation, elle se laisse bien faire. Alors ce sont des geckos qui ne sont pas arboricoles, ceci dit, si on leur propose des décorations, ils aiment bien grimper quand même. Ouais, d'accord. Donc il faut quand même utiliser la hauteur, ça va. Voilà. Au pire, j'ai envie de dire, ils vont rester au sol, au mieux, ils vont en profiter et grimper. C'est ça. Voilà. Ok, ça marche. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas à aller checker du coup tous les liens en description pour aller voir la page de son élevage. Allez la contacter si vous êtes intéressé. On se retrouve maintenant devant un éleveur du coup de Pantherophis guttatus qui a l'air de faire partie de l'association Reptotera Club, je pense. Oui, tout à fait, oui. Au vu du t-shirt. Voilà, au vu du t-shirt, c'est surtout que je fais partie du Repto depuis maintenant que je suis tout petit, puisque mon père fait partie des premiers membres en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc mon père fait partie des premiers membres au moment où la bourse était encore à Ilkirch. Donc je peux même dire que j'ai fait la première bourse d'Ilkirch. Ah c'est sympa ça. Voilà. Effectivement. Donc après les changements de vie, le fait de grandir, de déménager fait qu'on déménage assez loin. Là, moi, par exemple aujourd'hui j'ai fait 800 km pour venir. 800 km. Ouais, je viens du Mans. Voilà. Après en même temps, si vous venez c'est la depuis passion, le début, voilà, la passion, retrouver les amis qui sont maintenant de la famille. On peut même aller jusque là et puis voir aussi les nouvelles bêtes, les nouveaux éleveurs, tout ça. Ouais, carrément, je pense que vous croisez aussi pas mal de monde que vous connaissez. On se reconnaît, on discute, on va boire un coup, une bière au bar ou un coca. C'est ça la passion. Voilà, la passion c'est ça, on n'est pas là, je veux dire, même si au jour d'aujourd'hui, ce soir je repars avec les 3/4 de mes bêtes, c'est pas grave, j'aurais passé une journée entre amis, voilà. Un petit peu avec tout à fait. C'est bien ça, c'est bien effectivement. C'est le but un peu aussi de la Terrario. Pour moi, il y a deux mondes dans la Terrario. Il y a ceux qui veulent vraiment faire du pognon et il y a ceux qui ont la passion. Ouais, mais c'est totalement ça. Voilà. Et généralement, beaucoup de gens, en tout cas, qui sont sur la bourse ici aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de passionnés. Ouais. Voilà. On est vraiment sur une bourse familiale, quoi. C'est ça, Reptotera Club d'ailleurs qui gère la bourse, qui organise cette grande bourse, très grande bourse en Alsace, à Colmar. Moi aujourd'hui j'ai juste amené quelques Pantherophis. Quelques quand même pas mal déjà. Oui, bon voilà. Il y a aussi un petit python Lemon Blast, qui était un petit coup de cœur qu'on m'a offert et qui malheureusement au vu de certaines choses, alors pas forcément que de la nouvelle loi, parce que ce n'est pas ça du tout. C'est juste que pour moi je ne vois pas l'utilité de pouvoir travailler avec ça. Donc j'ai préféré la céder à un prix avantageux pour quelqu'un qui aurait l'office de travailler la passion et les choses comme ça. C'est ça les bourses aussi, c'est fait pour ça, échanger entre passionnés. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle pas bourse de vente mais bourse d'échange. Totalement. Voilà, faut pas l'oublier, on n'est pas là que pour faire des ventes, quoi. Est-ce que vous avez envie de présenter une bête en particulier que vous avez sur votre stand? Ouais, alors ça étonnera peut-être beaucoup de monde. Oui. Et pourtant, moi je reviens beaucoup là-dessus.
De la Pantherophis guttatus, mais forme classique. La forme dite Mais sauvage. vous savez que personnellement, après c'est personnel, je préfère. Après, c'est pas une préférence par rapport à la coloration ou quoi, les autres sont très beaux aussi. Mais je préfère avoir un classique dans mon élevage pour dire aux personnes qui viennent visiter, qui viennent voir que c'est cette forme qu'on va la retrouver en nature. Tout à fait. Que lui présenter un reptile fluo et lui dire ah bah non, ça tu ne retrouveras jamais un reptile comme ça, ou alors avec très, très peu de chance. Moi, c'est vrai que la Pantherophis guttatus, ça a été mon premier serpent qui m'a été offert par un éleveur qui aujourd'hui est présent sur la bourse, mais plus en tant qu'exposant, qui est Michel Luquet, qui a créé le site Reptimania. D'accord. Voilà, il m'a offert ma première Pantherophis guttatus que j'ai gardée 14 ans. Et donc, moi, ce que j'aime dans la phase classique, c'est ce fameux joli damier en dessous, ces couleurs qui sont, pour ma part, je trouve jolies pour un serpent dit classique. C'est ça. Voilà. C'est clair, on oublie souvent que, au-delà des phases, des serpents très colorés, divers et autres, on a aussi du classique qui est très beau. On en parle très peu. Tout à fait. Et voilà, moi, la Pantherophis guttatus, c'est vraiment un serpent que j'adore. Malgré tout ce qu'on peut dire que oui, il est représenté beaucoup, qu'il y en a beaucoup, ça reste quand même pour moi, de mon point de vue personnel, le meilleur serpent pour débuter. C'est ça, après c'est une question de goût, une question de couleur, c'est propre à chacun. Hein. Il y en a il y a des grands fans de Pantherophis guttatus, mais c'est justement l'avantage de la terrariophilie où on peut se permettre d'avoir des fans de beaucoup de choses mais s'entendre tous pareils. Ah mais c'est ça, que vous ayez du python, que vous ayez de la glutte, que vous ayez... Voilà, on est tous terrario, on a tous la même passion, même si on n'a pas forcément les mêmes méthodes. Nous on est arrivé ce matin, je me suis aperçu qu'on avait oublié la rallonge, le monsieur à côté qui m'a jamais vu, direct m'a dit branche-toi sur la mienne, comme ça tu peux chauffer tes bêtes quoi. Voilà. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça que je voudrais que tout le monde comprenne, que la terrario voilà, ça reste pas des juste animaux. Taper sur les autres, ça reste des animaux, faut pas l'oublier quoi. Qu'est-ce que vous conseillez comme maintenance au niveau d'un Pantherophis guttatus de cette taille-là, admettons qu'il doit être subadulte, il me semble. Alors on est quasiment sur de l'adulte puisque maintenant c'est un mâle de 2015, d'accord. Effectivement, donc il a 3 ans. Il a 3 ans. Moi au niveau terrage, je conseille un 120 pour un couple, 120, 50, 60, avec un point chaud à 28-30 degrés, d'accord, un poids froid à 25-26. Et moi la nuit en fait, comme je suis dans une maison qui est très bien isolée, la nuit la pièce elle est à 22. Donc en fait c'est les températures idéales. Moi ça me convient très bien, mes bêtes, la preuve, se reproduisent, ne perdent pas de poids, donc pour moi je trouve ça très bien. Et leur mettre des cachettes mais aussi également des branches parce que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire oui mais c'est un serpent qui est terrestre, c'est un serpent qui aime grimper quand même quoi. Donc ça faut pas l'oublier. Et après tout se passe très bien quoi. C'est vraiment un serpent qui est vraiment idéal pour les débutants. Est-ce que vous avez un site? Non, j'ai pas de site, page, pas de Facebook, ça va venir. Comme je vous expliquais tout à l'heure, moi je suis en train de passer mon certificat de capacité. Donc je veux pas faire comme certains qui vont faire du m'as-tu vu sur Facebook. Moi je veux vraiment faire les choses petit à petit. D'abord faire le CDC tranquillement et après venir en force avec le CDC. Voilà, tout à fait. Vous avez totalement raison. Je vous souhaite bien du courage. Et merci beaucoup. Et puis, je vous le souhaite, vous avez de magnifiques bêtes. Et puis, merci. Je vous souhaite une très bonne bourse et je vous dis à la prochaine. Merci. C'est à l'année prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. On se retrouve maintenant avec 2 personnes. Il y en a une qui est actuellement occupée sur le stand à expliquer quelques petites choses à des passionnés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Alors, je suis Vincent Noël, je suis vice-président de l'association Buffo et responsable de la commission terrariophile de la Société herpétologique de France. Ok, d'accord. Et du coup, Buffo, c'est ça. Alors, Buffo, c'est une association pour l'étude et la protection des amphibiens et reptiles d'Alsace. Ok. Donc, on s'occupe uniquement de notre région. Et après, la SHF, donc c'est la société sur l'ensemble de la France. D'accord. Quelle est votre mission en Alsace à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Alors, Buffo, on est une centaine de membres d'adhérents. On a aussi plusieurs salariés. Donc notre mission, c'est d'étudier, de recueillir des données sur la présence des amphibiens et reptiles en Alsace. Et puis, de toute façon, on ne peut protéger correctement que ce qu'on connaît. Donc déjà, savoir où les reptiles et amphibiens habitent, c'est la base. Et ensuite, de s'assurer que les mesures de protection sont appliquées. Ok, d'accord. C'est vous qui gérez ces mesures de protection. Enfin, vous faites appel à d'autres services, style la DDPP par exemple? Alors, c'est en coopération avec le NCFS, avec les conseils départementaux, régionaux, avec des entreprises privées dans certains cas. Donc, c'est un travail de coopération. Nous, on a surtout l'expertise, on va dire,
scientifique. C'est vous qui avez l'œil scientifique. Voilà, vous avez nous les on sait quelles sont connaissances. les espèces qui sont présentes et ce qu'il faut faire pour les préserver. Ok, d'accord. Buffo, ça existe depuis combien de temps? Quand Alors a été créé? Buffo existe depuis un peu plus de 20 ans. 20 ans. Voilà. La première démarche c'était de créer l'atlas de répartition des amphibiens et reptiles. Et après donc on s'est développé pour toucher tous les champs qui concernent l'herpétologie en Alsace. Ok. Du coup là je vois aussi que vous avez une affiche donc, qui indique comme quoi les reptiles et amphibiens de France sont protégés. C'est aussi votre mission du coup Oui. de veiller à ce que les personnes soient informées de ce type de loi en fait. Oui. Maintenant, petite question, on voit souvent dans des vidéos certains youtubeurs qui vont faire du herping, alors c'est pas mon cas actuellement, mais qui vont retourner des pierres pour aller sortir des petites couleuvres à collier par exemple, pour les montrer ou autres. Est-ce que par rapport à la loi, c'est toléré, c'est légal, c'est pas légal? Non, la loi est claire, hein, le dérangement, enfin la capture des reptiles et amphibiens en France, à quelques minuscules exceptions près, est interdit. Les rares exceptions qu'il y a, il faut des autorisations préfectorales derrière. Donc manipuler un reptile français ou un amphibien français dans la nature, ça demande des autorisations auprès de la DREAL qui sont très compliquées à obtenir. Que ce soit une grenouille de France, que ça soit, un triton, une salamandre, un lézard, et évidemment les mettre en terrarium est strictement interdit. C'est encore plus grave. Il faut un certificat de capacité et encore dans des conditions très, très particulières. Qu'est-ce que vous conseillerez à des personnes qui souhaitent un petit peu se renseigner sur du coup, tout ce qui est reptiles de France et d'Alsace? Qu'est-ce que vous leur conseillerez pour trouver les bonnes informations dessus, apprendre à les connaître, etc. Déjà ils peuvent aller sur notre site, sur le site de Buffo Alsace ou sur le site de la Société herpétologique de France s'ils n'habitent pas l'Alsace. Il y a en général dans beaucoup de régions il y a des associations herpétologiques et là où il n'y en a pas, souvent c'est d'autres associations comme la LPO qui vont prendre le relais pour tout ce qui est passage de migration d'amphibiens qui demande beaucoup de main-d'œuvre. C'est vous qui vous occupez de ça aussi du coup, de mettre des protections aux abords des routes, des choses comme ça, de déplacer des reptiles Sur l'Alsace traditionnellement c'est la LPO qui s'en occupe. Et nous on est plus dans le repérage des sites qui seraient intéressants et c'est la LPO qui coordonne ça. Et après voilà, c'est quelque chose qui demande de la main d'œuvre et il y a beaucoup de sites qui sont découverts mais qui ne sont pas protégés parce que tout simplement il n'y a personne pour y aller. Ok, d'accord. Donc vous êtes vraiment là, vous êtes vraiment les scientifiques du... Est-ce que vous avez le certificat de capacité par exemple sur le maintien, la détention d'espèces françaises? Non, les certificats de capacité pour les espèces françaises sont rarissimes, ils sont quasiment jamais donnés. D'accord, voilà. Vous avez quand même des autorisations préfectorales pour les prélever après quand c'est dans le cadre d'études particulières, d'études scientifiques qui sont financées, là on peut aller avec les salariés de l'association pour donner un coup de main. Mais moi, comme n'importe quel citoyen, je n'ai pas le droit de toucher un D'accord, vous n'avez pas le droit de le toucher. Non. Ok, ça marche. En tout cas, je vous remercie. Une très bonne bourse, très bonne bourse, encore un grand remerciement à tous, à toutes les personnes, tous les exposants qui ont bien voulu répondre à mes questions, montrer leurs bêtes, c'était vraiment très sympa. On a pu vraiment voir un petit peu de diversité au niveau de cette vidéo, au niveau des bêtes présentées à la bourse aux reptiles de Colmar. Des escargots, des mantes et ainsi de suite, des reptiles bien évidemment. J'essaierai d'y retourner l'année prochaine, si tout se passe bien, je vais peut-être essayer de voir pour emmener moins de matériel, enfin je verrai comment je vais faire. À voir aussi si j'emmène le trépied, tout ça pour faire des interviews parce que malheureusement de plus en plus de monde sont réticents à se faire interviewer sur les bourses, je trouve ça vraiment dommage. Si jamais vous êtes exposant sur la bourse aux reptiles de Colmar chaque année et que vous avez envie que je passe sur votre stand pour vous interviewer, pour montrer un petit peu les bêtes que vous avez, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir par n'importe quel moyen. C'est vrai que c'est assez frustrant de passer à plein de stands et de demander à des exposants si c'est possible de filmer leurs bêtes ou si c'est possible de les interviewer, etc. Et de se prendre des méga vents à chaque fois, c'est vraiment très frustrant. Allez, sur ce, on se retrouve l'année prochaine à la bourse aux reptiles de Colmar. N'hésitez surtout pas à venir me voir sur la bourse si vous m'y croisez. J'ai pu croiser 3-4 abonnés là-bas, c'était vraiment super sympa. Je vous remercie énormément d'être passé, on a pu discuter un petit peu, c'est vraiment très cool. N'hésitez pas à aller checker tous les liens en description. Et comme d'habitude aussi, le groupe, la page Facebook, le Twitter et le serveur Discord. N'hésitez pas à nous y rejoindre nombreux. Merci à tous, c'était Instant Reptile et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous. Avec un instant. Salut!